démarrage hier au Burundi de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai prochain. Cette campagne s'ouvre avec la menace du Covid-19 et une certaine répression de l'opposition. Le périple judiciaire se poursuit pour Karim Tabou. Cette figure emblématique du mouvement de contestation en Algérie se retrouvera devant la justice le 1er juin. Son procès prévu pour ce lundi a été reporté. Plus de 200 médecins et soignants cubains sont arrivés lundi en Afrique du Sud. L'objectif est de participer à la lutte contre le coronavirus dans le pays le plus touché du continent par la pandémie. Ainsi se présentent les grands titres développés au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Démarrage lundi au Burundi de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai prochain. Tout se déroule dans un climat de défiance à l'égard du gouvernement pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus et également de la répression de l'opposition. Reportage. La campagne électorale lancée lundi au Burundi durera jusqu'au 17 mai, selon un décret présidentiel. Pour ces présidentielles législatives et municipales qui se tiendront le 20 mai, les attentes des citoyens sont nombreuses. 7 candidats sont en course pour la présidentielle, dont celui du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, présenté sur les affiches électorales comme l'héritier du président Pierre Nkurunziza. Son principal adversaire est le leader historique de l'ex-rébellion Hutu des FNL et candidat du parti Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa. Quant au chef de l'État sortant en poste depuis 2005, il ne se représente pas. La campagne s'ouvre alors que l'opposition accuse le gouvernement de minimiser volontairement l'épidémie de Covid-19 pour éviter que la population ne s'interroge sur l'opportunité de maintenir les élections. Les autorités pour lesquelles le pays est protégé par la grâce divine n'ont prévu pratiquement aucune mesure de protection spécifique pour les rassemblements électoraux. Il faut dire que le Burundi a recensé officiellement 15 cas de nouveau coronavirus, dont un décès. Une grande effervescence s'empare déjà du pays. Des camions et bus sont déjà remplis de militants qui se rendent au premier meeting. Le CNDD-FDD a lancé en grande pompe lundi sa campagne en présence de dizaines de milliers de personnes. Le CNL a choisi le fief du président Nkurunziza et a mobilisé des dizaines de bus pour amener des milliers de militants de tous les coins du pays. En outre, l'opposition a dénoncé la répression et les intimidations dont elle fait objet. Dans un communiqué publié lundi, Human Rights Watch dit avoir recensé ces 6 derniers mois plusieurs cas de meurtre, disparitions, arrestations arbitraires, menaces et harcèlement à l'encontre d'opposants présumés. En République démocratique du Congo, le bilan des combats meurtriers survenus depuis vendredi dans les conflits armés permanents dans 2 provinces de l'Est du pays et des 43 morts. Un lourd bilan confirmé ce lundi par des sources administratives et militaires. Week-end sanglant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des combats meurtriers enregistrés depuis vendredi dans des conflits armés en Ituri et au Nord Kivu ont fait 43 morts. Vendredi, les assaillants munis d'armes blanches et à feu ont tué 21 personnes, tous des civils, dans le territoire de Mahagi, selon une source administrative de la province de l'Ituri. Dans le territoire voisin de Djougou, des combats opposent depuis dimanche les troupes régulières aux milices, selon le porte-parole de l'armée en Ituri. Dans ces affrontements, 2 militaires ont succombé, les assaillants ont tué 2 civils dans leur fuite et l'armée a définitivement neutralisé 12 assaillants. Dimanche, dans la province du Nord Kivu, une attaque des forces démocratiques alliées ADF a fait 6 morts, 5 hommes et 1 femme, selon le chef de groupement de Malambo, cité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni. En Ituri, les militaires de l'armée régulière combattent le groupe armé coopérative pour le développement du Congo, Codeco. Ce dernier prétend défendre les intérêts de la communauté landou, des agriculteurs, face à une autre communauté, les Ema, des éleveurs et commerçants. Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, les forces démocratiques alliées ont intensifié leurs tueries contre les civils depuis le mois de novembre dernier, en représailles aux opérations militaires.
Le périple judiciaire se poursuit pour Karim Tabou. Cette figure emblématique du mouvement de contestation en Algérie se retrouvera devant la justice le 1er juin, et ceci à cause donc du report de son procès prévu pour lundi. Âgé de 46 ans, l'Algérien Karim Tabou est emprisonné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Alors qu'il devait être jugé lundi par le tribunal de Koléa pour atteinte au moral de l'armée, le procès a été reporté. Ce, parce qu'il n'est pas sous le coup d'un mandat de dépôt dans le cadre de cette deuxième affaire. En effet, en raison de la pandémie de Covid-19, la justice algérienne se limite à ne traiter que des cas de prisonniers en détention. D'après les explications de son avocat dans cette affaire, Karim Tabou n'a pas commis de délit puni par la loi algérienne. Il s'est exprimé sur un sujet politique. Et c'est un droit qui est garanti par la Constitution. L'intéressé est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour avoir participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale, selon le code pénal algérien. Entre-temps, un nouveau comité de soutien dénommé Sauvons Karim Tabou, lancé le 25 avril, a réclamé sa libération immédiate et inconditionnelle. Le comité, qui regroupe des intellectuels et des militants des droits humains de la diaspora algérienne, dénonce les conditions immondes de sa détention qui mettent sa vie en danger. Placé en détention une première fois le 12 septembre après avoir été inculpé d'atteinte au moral de l'armée, Tabou avait été remis en liberté le 25 septembre. Mais il avait à nouveau été arrêté dès le lendemain dans une seconde affaire pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Karim Tabou est l'un des visages et l'une des voix les plus connues du Hirak, le mouvement de protestation anti-régime qui a éclaté le 22 février 2019. Plus de 200 médecins et soignants cubains sont arrivés lundi en Afrique du Sud. L'objectif est de participer à la lutte contre le coronavirus dans le pays le plus touché au sud, dans le continent, au sud du Sahara. Reportage. Le dernier bilan officiel du Covid-19 en Afrique du Sud fait état de plus de 4500 cas d'infection, dont 87 mortels. Une situation assez préoccupante qui a poussé les autorités à solliciter l'appui d'experts étrangers, d'où l'arrivée de 200 médecins cubains. Cette délégation compte des épidémiologistes, des experts en santé publique, des médecins généralistes et des techniciens spécialisés dans le matériel médical. Leur rôle sera de soutenir les efforts déjà déployés en Afrique du Sud contre la propagation du Covid-19. Dans la foulée, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a annoncé la levée progressive à partir du 1er mai de l'ordre de confinement national imposé aux 57 millions de Sud-Africains depuis le 27 mars. Son gouvernement a lancé une vaste campagne de dépistage qui a déjà permis de tester 168 000 personnes. Il faut dire que l'Afrique du Sud entretient des liens étroits avec Cuba depuis la chute du régime raciste blanc de l'apartheid en 1994. En effet, le régime castriste avait soutenu la lutte de libération conduite par le Progrès national africain de Nelson Mandela. En Guinée-Bissau, un premier décès lié au nouveau coronavirus a été enregistré dimanche. Ce décès est survenu alors que le président a reconduit pour 2 semaines l'état d'urgence décrété fin mars. Le pays a déjà recensé au moins 53 cas confirmés de contagion par le nouveau coronavirus. L'information a été rapportée par la commission interministérielle de lutte contre le Covid-19 sans fournir plus de précisions. La Guinée-Bissau a enregistré un premier cas de décès lié au nouveau coronavirus. Le pays de 1,8 million d'habitants a déjà recensé 53 cas confirmés de contagion par le coronavirus. Le président Umaru Sissoco Embalo a annoncé dimanche dans un communiqué la prorogation pour 2 semaines supplémentaires de l'état d'urgence en vigueur depuis le 28 mars. Le confinement est en principe obligatoire dans tout le pays à l'exception de quelques heures en matinée pour faire ses courses. Mais le respect des distances sociales et le port de masques s'avèrent compliqués pour une population qui vit en grande partie au jour le jour. Le chef de l'État qui reconnaît que le pays est encore loin de pouvoir affirmer avoir le contrôle total de la situation se dit encouragé par l'impact positif, selon lui, des mesures de prévention adoptées depuis un mois. Pour que les efforts et sacrifices collectifs consentis ces 30 derniers jours continuent à avoir les effets escomptés, le président Umaru Sissoco Embalo estime
que les Bissau-Guinéens doivent continuer à adopter un certain nombre de mesures strictement nécessaires à la prévention et au combat contre le Covid-19. Au Sénégal, les soignants redoutent une intensification de la pandémie alors que le nombre de cas est reparti à la hausse ces derniers jours. Ceci malgré les premiers succès du pays dans sa lutte contre le coronavirus. À l'hôpital de Pikine, en banlieue de Dakar, les patients qui présentent des symptômes du Covid-19 sont placés en quarantaine et les soignants qui déplorent le manque de moyens se protègent tant bien que mal. Nous n'avons pas assez de consommables pour la gestion de l'épidémie à Covid. Il nous faudrait plus de lunettes de protection pour le personnel, plus de masques chirurgicaux pour pouvoir en changer régulièrement, plus de masques FFP2 pour certaines situations, des surblouses au moins, et ça c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire, je me disais que nous pensions que nous en Afrique, on pense que peut-être que c'est le climat qui nous protège un peu, peut-être qu'il y a une certaine humidité et tout ce que se dit, la vaccination contre le BCG. Mais moi, personnellement, comme on voit que le nombre de cas augmente progressivement, mais lentement, j'ai peur que ça s'étende, mais plus lentement qu'ailleurs. Qu'on en soit, c'est-à-dire que les pics sont allés dans certains pays en quelques semaines, ils ont atteint les pics, que nous, qu'on attend 2-3 mois avant d'atteindre le pic de l'épidémie. C'est ça ma crainte. Ils demandent parfois, même lorsque ce n'est pas des cas suspects, les médecins commencent à avoir peur, ils demandent parfois de tester les patients avant de les transférer. Ce qui fait qu'aux urgences, les patients s'accumulent. Certes, nous recevons moins de patients avec le couvre-feu, la nuit, il y a moins de patients, mais quand même, il y a moins de transferts dans les services. Il y a beaucoup de difficultés de plus en plus pour transférer les patients avec le Covid. C'est tout ça. Oui, effectivement, l'hôpital est 6 en banlieue, où il y a une forte population. Donc nous accueillons beaucoup de patients, le matin entre 300 et 400 avant la pandémie, mais actuellement, l'ensemble des patients qui viennent, c'est des patients vraiment qui ont des problèmes sérieux et ils viennent, mais le flux a diminué vu la pandémie. Donc, au fur et à mesure, nous sommes organisés afin que les mesures barrières soient respectées, la distanciation. Bon, les gens se lavent à l'entrée de l'hôpital, d'abord les mains, automatiquement. Donc, tout patient qui vient à l'hôpital devra systématiquement passer par la salle de tri où il sera des constantes seront prises, un petit interrogatoire pour décider qu'il aille voir son médecin traitant, ou bien qu'il aille au niveau des urgences, ou bien qu'on l'isole tout simplement si c'est un cas suspect. C'est cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur SICA.